Quel plaisir de vous présenter cette émission dans un tout nouveau lieu de Brest. Nous nous trouvons aujourd'hui aux Curiosités, la nouvelle boutique de dialogue située au cœur des ateliers des Capucins. Vous y trouverez la quintessence de tous nos magasins. Une sélection soignée de livres, jeux, jouets, vinyles et articles de papeterie, le tout dans un superbe décor. Au cours de cette émission, nous rencontrerons Carole, Pauline et Catherine, nos 3 libraires curieuses et dénicheuses de trésors, qui nous livreront chacune leur coup de cœur de Noël. Nous écouterons également Louis-Philippe d'Alembert et Alessandro Pignocchi, 2 auteurs que nous avons accueillis à la librairie et dont les livres nous invitent à repenser notre monde et pourquoi pas à agir pour le changer un petit peu. C'est l'histoire d'un anthropologue dessinateur débarquant dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Il observe, écoute, interroge et se passionne pour la cause et le champ des possibles qu'elle ouvre dans notre société. Cette bande dessinée réjouissante est intitulée « La recomposition des mondes » et son auteur, Alessandro Pignocchi, répond tout de suite aux questions de Romain. Alessandro Pignocchi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un ancien chercheur en sciences cognitives et en philosophie. Vous publiez depuis 2015 sur votre blog et en bande dessinée de formidables matières à penser notre monde. Vous publiez cette année donc le récit de votre expérience au sein de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Quel a été le point de départ et quel a été votre lien à la ZAD avant d'aller sur place? Alors le lien à la ZAD, à peu près aucun, même aucun en fait. J'en avais entendu parler comme tout le monde, mais j'en avais un avis assez biaisé et lointain comme beaucoup de gens. C'était une curiosité intellectuelle puisque je commençais à lire que il se passait quelque chose dans ce type d'endroit et en particulier à Notre-Dame-des-Landes. Pour dire ça simplement, la transformation du rapport à la nature. C'est le sujet qui me sert de matière intellectuelle depuis quelques années, depuis que j'ai arrêté la recherche. C'est l'idée développée entre autres par l'anthropologue Philippe Descola, d'après laquelle le concept de nature et la distinction nature-culture ne sont pas universels. Ça ne reflète pas une réalité du monde, c'est une construction sociale occidentale relativement récente. À la base, j'imaginais plus une BD relativement théorique, presque un essai illustré sur la distinction nature-culture, la crise écologique, etc. Et finalement, l'émerveillement a été tel en arrivant à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes que j'en suis plus vraiment parti et c'est devenu une BD à la première personne sur mon passage à la ZAD. Et actuellement, vous continuez à y aller de temps en temps parce que l'aéroport a été abandonné donc il y a maintenant quasiment 2 ans. Enfin, c'était en fin 2017, début 2018 dans mes souvenirs. Est-ce que ça vit encore ? Ah bah oui, ça vit encore beaucoup. Et ce qui se joue maintenant est quasiment est presque plus important et fondamental que quand il s'agissait de lutter contre un aéroport, vu que là c'est vraiment une guerre des mondes qui se joue là, et la proposition d'un monde autre sur la ZAD, c'est une évidence pour tout le monde, y compris pour ceux qui n'ont pas spécialement d'intérêt naturaliste, que les mares, les forêts, les tritons, les moutons sont beaucoup plus des voisins, des partenaires de vie avec lesquels on négocie, on interagit, on s'entend pour partager un monde commun, beaucoup plus que des objets qu'on exploite ou qu'on protège, en gros. Puisque l'économie toute puissante qui domine le monde occidental moderne ne peut se satisfaire que d'objets, quoi. L'économie a besoin que chaque chose qu'elle manipule soit chiffrable, qu'on puisse lui attribuer une valeur chiffrable, qu'elle soit interchangeable, et donc elle transforme tout ce qu'elle touche, que ce soit des plantes, des animaux ou des humains qui deviennent des ressources humaines, en objets. L'État essaye d'anéantir ce qui est en train de s'y inventer en imposant les règles du jeu économique, en obligeant les habitants à quitter leur cabane et aller vivre dans les bourgs du coin pour venir en voiture sur leur exploitation, fournir des bilans chiffrés sur 10 ans et rentrer dans toutes les normes et les règles du jeu économique actuel, c'est-à-dire défoncer complètement ce qui s'est créé. Et les habitants répondent à ça en essayant de construire par toutes sortes de pirouettes administratives extrêmement complexes une façade légale qui les protégera. Est-ce qu'on peut rebondir du coup sur tous ces mouvements Marche pour le climat, Extinction Rébellion? Est-ce qu'il y a des liens qui se sont créés? Alors oui, il y a plein de jeunes, notamment d'Extinction Rébellion Nantes, qui viennent sur la ZAD discuter, échanger et qui ont bien conscience qu'il se joue là quelque chose d'essentiel. Il y en a historiquement avec tout un tas d'autres territoires en lutte, avec des luttes non territorialisées. Une grande partie de la nourriture, par exemple, produite sur la ZAD, va ravitailler les piquets de grève du pays nantais, alimente les squats de migrants, le matériel de construction, enfin le bois de la ZAD va pareil à la construction de tout un tas de squats, de lieux, etc. Et plus récemment avec les Gilets jaunes, évidemment. Il y a eu une espèce de rencontre, un espèce de coup de foudre partagé entre des habitants de la ZAD et des collectifs de Gilets jaunes, notamment de Rouen et de Saint-Nazaire. C'est complètement à la fois très touchant et très passionnant, puisque
entre autres puisque les Gilets jaunes avaient été présentés à leur origine par le pouvoir comme la lutte anti-écologique absolue, et de voir que finalement ils sont en train de devenir l'avant-garde de l'écologie en France, parce que justement ils s'en prennent à la sphère économique, et que c'est la condition vraiment à la fois nécessaire et presque suffisante pour devenir une lutte écologique. Oui. Shoshana, Semar et Dima sont 3 femmes de nationalité, de religion, d'ethnie et d'origine sociale différentes. Pourtant, elles vont se retrouver sur le même bateau pour traverser la Méditerranée vers l'Europe. À travers ce roman marquant et au plus proche du réel, Louis-Philippe d'Alembert montre, comme seule la littérature sait le faire, que le mot migrant ne définit pas une identité, mais réunit des histoires et destins singuliers. Écoutons-le dès à présent. Louis-Philippe d'Alembert, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui à la librairie Dialogue à l'occasion de la parution de votre roman Mur Méditerranée aux éditions Sabine Vespizer. Vous y incarnez ce qu'en Europe on appelle migrants et dont on entend régulièrement parler dans les médias en nous narrant la terrible traversée de la Méditerranée par Shoshana, Semar et Dima, 3 femmes de religion, d'ethnie et d'origine sociale différentes. Alors dès les premières pages du livre, on a le sentiment d'entrer dans un récit au plus proche du réel, fondé sur une solide documentation. Alors quelles ont été les rencontres pour écrire ce roman ? J'ai pu séjourner pendant un mois à Lampedusa. Donc à Lampedusa même, j'ai rencontré pas mal de gens d'associations d'accueil des réfugiés. J'ai pu interviewer par exemple le maire de Lampedusa qui est plutôt hostile à l'arrivée des réfugiés. Et puis j'ai rencontré des réfugiés eux-mêmes sur place. J'ai aussi découvert sur place un sociologue italien, Marco Aimé, qui avait lui beaucoup travaillé depuis une dizaine d'années sur ce sujet. Et dans mes recherches, je suis aussi tombé sur un livre, Les bateaux ivres, de Jean-Paul Marie. Et là, il relate l'histoire d'un bateau en juillet 2014 qui a été secouru par un pétrolier danois, le Torm Lotte. Et à partir de là, j'ai tenu mon sujet. Et en effet, c'est cette traversée de la Méditerranée que vous nous racontez par un bateau de 800 personnes. Et avec ce récit, vous donnez chair, vous donnez corps au mot migrant et vous amenez chaque lecteur à se demander « et si c'était moi ?» grâce au parcours donc, de 3 femmes puissantes. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de ces 3 héroïnes ? Oui, donc on a Shoshana qui est une Nigériane, une juive Igbo du Nigeria. On a Semar qui est une chrétienne orthodoxe de l'Érythrée et Semar qui est une musulmane d'Alep. Les 3 au départ n'avaient absolument aucune raison de partir. Dima, c'est une bourgeoise qui est bien installée dans sa vie de famille avec un mari et 2 filles jusqu'à ce que les bombes commencent à pleuvoir sur Alep. Et Shoshana, c'est une Nigériane qui rêvait, elle, de devenir avocate jusqu'à ce que aussi la sécheresse s'abatte sur son village. Et puis Semar, l'érythréenne, plutôt fait face à une dictature plus ou moins classique, mais avec un service militaire à durée indéterminée. Au bout de 2 ans, elle décide de déserter avec une amie et le fiancé de cette amie-là et de tenter l'aventure. Donc je raconte d'abord la vie d'avant et de ces 3 femmes. C'est ce qui explique que dans le roman, malgré parfois les conditions un peu difficiles, il y a pas mal d'humour, surtout pour le personnage de Shoshana et de son amie Rachel. Alors tout le roman Mur Méditerranée se passe sur le chalutier, même s'il y a des flashbacks et des incursions dans le passé. Ce bateau donc, sur lequel il y a 800 personnes est divisé en 2... en 3 classes même. Une partie sur le pont, une dans la cale, et puis il y a 2 cabines pour des ultra privilégiés. Alors dans quelle mesure ce bateau il représente il est une mini-société en fait? Voilà, c'est justement ça. C'est-à-dire l'idée, c'était de faire une espèce de bateau-monde comme ça. C'est-à-dire que dans la cale, il y a ce qu'un personnage sénégalais a appelé les Calais, donc ceux qui voyagent dans la cale. Ensuite, sur le pont, il y a des gens qui sont plus ou moins de classe moyenne aisée. Et puis, justement, il y a des ultra privilégiés qui se retrouvent dans les cabines, sauf que quand le bateau commence à faire face aux intempéries, tout le monde ressent la houle. Quand le bateau commence à prendre eau dans la cale, eh bien, si le bateau coule, tout le monde coule. Et là, on se rend compte, effectivement, littéralement, qu'on est sur le même bateau, en fait. Quand ces gens-là étaient installés dans leur vie, il n'y avait pas tous ces problèmes, entre guillemets, il n'y avait pas toute cette tension. C'est sur le bateau, du moins avant le bateau même, c'est-à-dire au moment où elle décide de partir que les problèmes surgissent. Mais au départ, ce sont des gens qui ont juste envie de vivre normalement, tranquillement, sans plus, en fait. Ça y est, il est l'heure de découvrir les conseils de Noël de Carole, Pauline et Catherine.
Vite, 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 c'est le nouvel album de Clotilde Perrin. On la connaît depuis quelques années parce qu'elle publie toujours des grands albums avec des flaps, des choses pour regarder dans les gentils des contes, dans les méchants, dans les émotions. Aujourd'hui, chez Rue du Monde, elle a choisi de publier un album très différent. Le réveil sonne le matin et tout s'enchaîne. On cherche les vêtements, on avale un petit déjeuner, un café, on court prendre le bus, puis le train, puis le bateau, puis la fusée. Tout s'enchaîne très très vite jusqu'au moment où elle a raté la fusée et c'est le moment où elle va pouvoir prendre le temps de faire le chemin inverse. Regarder les coccinelles, un escargot qui s'endort. Ce qui est super chouette dans cet album, c'est qu'on est entraîné par le ton. D'abord, tout s'enchaîne. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et puis avec la fusée, d'un coup, on redescend. Et c'est le moment aussi où nous, on va prendre le temps de regarder tous les petits détails dans le dessin de Clotilde Perrin. Il y a beaucoup de petites choses à regarder et on va revenir sur nos pas. Ça incite aussi vraiment à aller moins vite, à prendre son temps par moment. Nous, tout ce qu'on peut vous en dire aujourd'hui, c'est de venir vite, vite, vite ou tranquillou, mais l'acheter chez nous. 100 ans, tout ce que tu apprendras dans la vie, c'est un livre qui est écrit par Eke Faller et illustré par Valerio Vidali. Il est coédité par les éditions du Sous-Sol et du Seuil. Alors 100 ans, en fait, c'est un livre dans lequel chaque double page va être consacrée à un âge. De 0 à 99 ans et ça reprend les émotions, les apprentissages, les découvertes, finalement tout ce qui va jalonner une fille. Ça peut aller de l'émerveillement aux premières joies, aux premiers chagrins. C'est un livre-objet qui est magnifique, qui peut se lire dans un sens comme dans l'autre et qu'on prend plaisir à regarder avec les siens. C'est vraiment un livre un peu boussole et que l'on garde près de soi et qu'on a plaisir à feuilleter de temps à autre. Soif d'Amélie Nothomb aux éditions Albin Michel. C'est le roman que j'ai envie de conseiller à Noël, accompagné d'un carnet pour noter les nombreuses phrases à méditer dont Amélie Nothomb a le secret. C'est un conte plus qu'un roman dans lequel elle donne la parole à Jésus-Christ, à la première personne, rien que ça. On le suit dans ses derniers instants, ses derniers jours. Un texte très philosophique, mais très universel, très contemporain. On suit ses pensées. Le talent est dans les détails. Il n'y a pas un mot de trop dans ce texte. Comme son titre, Soif. Notre émission de décembre se termine. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année et vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles surprises. Thank you.